Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir, directement du salon plein air chasse, pêche, camping de Québec. Dernière journée aujourd'hui, on est dimanche et je suis avec Myriam de l'Association des conducteurs, excusez-moi, de chiens de sang du Québec. Myriam, premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ça. Justement, parle-nous donc un petit peu de l'ACCSQ, pour faire d'erreur dans l'acronyme. Parle-nous un petit peu de ça, c'est quoi l'association pour des conducteurs de chiens de sang? L'Association des conducteurs de chiens de sang est un regroupement de personnes qui sont là, qui travaillent avec leurs chiens pour les chasseurs. On aide les personnes à former leurs chiens. Vous n'avez pas besoin de chiens du tout. On va vous montrer comment éduquer. Ça fait bizarre, je m'entends comme en Un petit peu en background. oui, parce qu'on veut que les gens nous écoutent aussi en l'entour en même temps. Là, si vous ne le saviez pas, les gens qui nous écoutent en enregistrement au salon, les gens qui passent devant peuvent nous entendre aussi. Donc, c'est pour ça. Fait que Bref, ce que je disais, c'est on est là pour aider le monde à comment former un chien à être intéressé à suivre les gibiers blessés, ours, chevreuil, orignal. On vous explique vraiment tout quel chien est meilleur que les autres pour faire ça, et quelle aptitude naturelle qu'on cherche chez le chien, comment qu'on va faire pour l'intéresser à suivre les chiens de sang. Nous, un coup que votre formation est faite, on vous parraine avec quelqu'un qui fait déjà des recherches. La personne va vous aider, vous poser des questions. C'est tout du bénévolat. Vous posez des questions à votre parrain qu'on appelle. Il va vous aider à vous entraîner, il va vous donner des conseils. Puis un coup que le parrainage est fait, votre parrain va vous avoir dit « OK, t'es correct, t'as bien réussi ta formation, t'as bien entraîné ton chien. » Et tu vas aller passer un T24. Un T24, c'est avec un maître conducteur qu'on appelle. Il a plus de 10 ans d'expérience. Puis il va vous évaluer, il va vous faire un tracé avec votre chien. Vous allez faire le tracé. Puis un coup que ça c'est réussi, c'est environ 1,5 km dans le bois qu'on a rubané, qu'on a tracé la piste. Puis si vous l'avez réussi, on vous met un gros badge. Parfait, tu as réussi. Là, tu as le droit d'être affiché sur le site de l'Association des conducteurs de chiens de sang. C'est une carte interactive. Toutes ces personnes-là, normalement, c'est des personnes de confiance qui ont vraiment réussi, qui ont bien entraîné leurs chiens. À grandeur du Québec, vous pouvez zoomer selon la région que vous êtes. Puis vous allez voir les conducteurs de chiens de sang dans votre région là, qui est disponible pour venir chercher votre gibier. Donc, en fond, c'est que lorsqu'un chasseur perd de vue sa bête et de la misère à la retrouver, peut faire appel au service de l'ACCSQ pour justement aller chercher un chien de sang qui va l'aider à la retrouver. Oui. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de membres présentement au niveau de l'ACCSQ? On est environ 150 conducteurs de chiens de sang actifs, mais c'est certain que c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui suivent la formation, mais qui se rendent pas au processus de maître chien puis d'être accrédité. Il y a des personnes qui font ça juste par plaisir, juste pour leur petite gang de chasse puis les voisins. Puis c'est bien correct comme ça, là. Et il y en a des régions éloignées qu'eux sont dans le fin fond des bois puis qu'ils n'ont pas de réseau pour appeler du monde. Fait qu'ils s'organisent, puis ils ont entraîné leurs chiens, puis ils posent des questions avec leurs parrains, puis ils font des recherches pour eux. Mais nous, l'association, on est 150 conducteurs qui en font pour les autres. Comme moi, par exemple, juste dans ma saison, je l'ai fait 85 recherches pour juste cet automne. En moyenne, le nombre de personnes, ils en font environ 30-35 recherches par année. Est-ce que il y a un type de chasse en particulier, que ce soit un animal en particulier ou un type de chasse avec une certaine arme ou que ce soit une arme à feu, poudre noire, arbalète ou arc? Est-ce qu'il y a une statistique qui ressort? Quand même, tu en as fait 85 cette année. Est-ce que tu as remarqué une corrélation, si tu veux, avec le type de chasse et le type de gibier qui est chassé et le besoin d'avoir un chien de sang? C'est certain que la chasse à l'arbalète est beaucoup plus demandée pour les chiens de sang. Là, on déborde là, dans le temps de l'arbalète à l'orignal. Parce que l'orignal, c'est triste à dire, là, mais c'est une grosse bête, puis le monde, c'est sûr qu'ils vont nous appeler. Ils veulent pas perdre la viande, ils veulent nous appeler, mais tandis que le chevreuil, regarde, on va en tirer un autre, puis on veut pas ça, on veut des chasses éthiques, puis on essaie de sensibiliser les chasseurs, puis de les aider le plus possible. Ça coûte pas si cher que ça, le service d'un chien de sang.
C'est faut appeler. Tu as décidé de prendre le tir, tu t'appelles, tu fais tout ton possible pour le retrouver. L'orignal et à l'arbalète, on déborde. C'est tous les conducteurs de chiens de sang. C'est notre grosse période, là, et ça nous appelle de partout. Et on a rarement le temps de répondre à tous les appels. Mais c'est important quand même, quand vous nous appelez, laissez-nous des messages, laissez-nous des textos. Parce que des fois, là, on est tellement débordés, puis on est dans le fin fond du bois, on est tout au travail, puis on n'a pas toujours de réseau. Mais quand on revient de notre appel, votre notre excursion, appel, c'est ça. peu importe. Ben, on revient, là, puis on retourne nos appels, même si c'est en pleine nuit, à 1 h du matin. Des fois, j'appelle mes chasseurs, puis je leur dis êtes-vous prêts? Moi, je serais prête. Je viens de terminer, je m'en viens, puis on fait ça jour et nuit. Là. OK. Question au niveau... Tu as par exemple mentionné, là, c'est l'orignal. Est-ce que souvent, ce qu'on voit, c'est un mauvais tir? Est-ce que c'est parce que le tireur a fait une erreur? On dit souvent une erreur entre le scope et l'épaule. Est-ce que c'est des erreurs à ce niveau-là? Est-ce que c'est juste que, par exemple, c'est un mauvais placement? Est-ce que c'est une mauvaise cible à la base? Ou est-ce que les gens pensent qu'ils ont tiré à la bonne place, puis finalement, ils n'ont pas tiré à la bonne place? C'est quoi la cause principale de ça? T'étais proche, là. C'est un peu de tout ça. Okay. Et dans l'orignal, à l'arbalète, ce qu'on voit beaucoup, c'est les distances. Le monde a de la misère d'évaluer la distance qu'ils sont de l'orignal. Fait qu'ils vont prendre comme si c'était un arme à feu. Ça va tirer à 60, 70 mètres. Tandis qu'une arbalète, des fois, la réaction du gibier. L'orignal, c'est moins pire. Le chevreuil, la réaction du gibier, ça peut rondir, ça peut s'écraser, ça peut... Juste le bruit des branches, il faut calculer ça. Le bruit des branches, le son voyage plus rapidement que la flèche. C'est voyager aussi vite que le son, mais la flèche, elle voyage pas si rapidement que ça. Fait que le gibier, il a le temps d'entendre puis de réagir. Fait que ça, c'est à faire attention. Et sinon, les branches aussi. S'ils sont dans un terrain où c'est qu'il y a plein de branches, ben ils se disent « Ah, c'était juste une petite branche de framboise, ça ne dévie pas. » Mais à la flèche, même à l'arme à feu, ça peut dévier. Ça dépend de ta distance. C'est sûr, si t'es collé dessus, il y a un petit peu de une branche, c'est pas si pire. Mais quand t'en as deux, ben ça commence à faire dévier. Et des fois, des arbres, des petits arbres, même à l'arme à feu, ça peut faire dévier. Et la pratique aussi, il y a du monde qui pratique moyennement, qui n'ont pas ajusté leur arme. Et le télescope d'une arbalète, oui, ça s'ajuste, ça se place, ça se pratique. L'arme à feu aussi, aussi les calibres des armes. Moi, j'étais chasseuse, mais ça faisait à peine 1 an que je chassais quand j'ai commencé à être conductrice de chien de sang. Puis je connaissais pas les armes du tout. Mais à force de devenir conducteur de chien de sang, je me suis mis à apprendre Je demandais tout le temps, c'est quoi ton arme, c'est quoi ta balle? Juste par principe, à un moment donné, il y a des armes et des balles que j'ai appris que, d'accord, quand on parle de ces armes-là, ben ça risque d'être une recherche qui va être plus difficile. Fait que c'est ça. C'est drôle d'en parler parce que justement, notre conférence de haut pas tir avec moi et Sophie, c'était de justement parler de choisir le type d'arme selon la chasse que l'on fait et non seulement le type de gibier, mais aussi les distances à laquelle on va tirer. Au Québec, c'est souvent en dessous de 100 mètres, 150 mètres, généralement on peut s'en sortir, mais encore une fois, il y a certains calibres qui sont mieux adaptés à certaines chasses, puis des fois, il y en a qui sont trop forts aussi pour gaspiller beaucoup de viande. On veut éviter ça. Tu parlais tantôt de chasse éthique, mais je pense que ça fait partie aussi de ça, s'assurer que l'animal souffre le moins possible. On veut pas être... on veut récolter de la viande, on va tuer un animal, mais on veut pas le perdre, puis on veut pas non plus qu'il souffre inutilement. C'est intéressant à savoir. Donc, tu as mentionné que tu chassais. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu fais? Parce que là, c'est dans la saison haute pour votre travail. Est-ce que tu as le temps de chasser ou c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre une croix dessus, malheureusement? Bien, c'est sûr, pour le chevreuil, j'ai mis une croix dessus. Là, et moi, dans ma région, c'est principalement du chevreuil. Fait que j'en fais plus de chevreuil. Mais à l'orignal, je réussis à aller à Poudre-Noire. Je sors de ma région. Je vais faire 4 jours à Poudre-Noire. J'ai réussi à avoir mon orignal cette année. Félicitations. Mais sinon, c'est ma saison haute. Là, et à l'arbalète, à l'arc, j'y vais plus du tout. Je me concentre uniquement sur ces recherches. À l'arme à feu aussi, là, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à t'intéresser à devenir
conductrice de chien de sang. Conductrice, conducteur, c'est quoi la bonne... Conductrice de chien de sang. Ouais. Là, c'est un jargon vraiment qu'on s'est approprié. Là, mais ouais. Et moi, ça a commencé avec mon conjoint. Mon conjoint, il allait à la chasse à l'orignal. Puis il était reculé, il n'y a pas de réseau. Puis ça prenait 1 heure et demie pour aller sur la route pour pouvoir avoir du réseau pour appeler quelqu'un. Puis il n'y avait pas beaucoup de conducteurs de chiens de sang dans ce coin-là. Fait que il a manqué dans sa gang, il y a une année qui ont manqué 3 orignaux puis qui sont mortels, mais qu'ils n'ont pas retrouvés sur le coup. Fait que là, il dit là, notre cheptel va trop descendre, on jette nos permis, c'est fini pour cette année. Fait que là, il était choqué de ça. Fait qu'il dit, moi, je veux un chien de sang. Je vais m'en monter un. Je vais le travailler. Fait qu'il est allé vers l'association. L'association l'ont aidé, ils l'ont formé et tout. Moi, je suis plus canine. J'adore les chiens et j'adore l'entraînement. Fait que quand il a commencé à avoir son chien, lui, il n'avait jamais eu de chien. Il dit, moi, mon chien va travailler. Il dit, j'aurais pas un chien de salon, mon chien va travailler. J'ai dit, c'est bon, mais tu vas y mettre de l'obéissance parce que ça dure pas juste 3 mois. Un chien, c'est 12 mois par année. Fait que je me suis mis à travailler. Mais c'est une Saint-Hubert. Elle pèse 110 livres. Fait que quand je voulais le suivre en recherche, ben j'étais plus en arrière avec le GPS, puis à gérer les chasseurs, puis à parler avec les chasseurs. Fait que là, j'ai dit, ben moi aussi, j'aimerais ça. Je veux pas juste gérer les chasseurs, j'aimerais ça gérer le chien puis l'en faire aussi. Fait que je suis allée m'acheter un plus petit chien parce que j'ai 2 vertèbres dans le dos de cassé. Fait que quand elle tire, elle est lourde. Ça tire fort. Là, aujourd'hui, c'est réglé. Mais dans le temps, c'était fraîchement arrivé. Fait que je pouvais pas... j'étais moins endurante. Fait que je suis allée m'acheter un plus petit chien. Puis je suis rendue avec un rouge de Bavière. J'adore ça. Ça travaille bien. Ça a un dos, un cœur large comme l'univers. Ça veut tout donner pour son maître. Puis moi, je suis allée spécialisée dans les chiens de sang. Je suis rendue maître chien. Pas des chiens de sang, mais les chiens tout court de domicile, que vous voulez simplement travailler votre chien à ce qu'il vous écoute et avoir un bon chien de famille. L'entraîner. Fait que c'est ça. Je me suis mis que j'adore ça, je fais ça. Et ça a vraiment parti plus de mon chum qu'il s'est mis à faire ça, puis j'ai embarqué dans son projet. Puis c'est rendu que c'est lui qui garde les enfants à la maison, puis c'est moi qui s'en va dans le bois à travailler avec mon chien. Donc, si je comprends bien maintenant, tu as transformé ça en une profession à l'année longue. Là. C'est pas juste une question de période de chasse. Comme tu dis, tu entraînes des chiens pour la maison, pour les gens qui veulent juste de l'entraînement. Mais je fais pas juste ça. Là, ça a commencé. Là. Je viens juste d'avoir ma certification de maître chien. Là. Okay. C'est récent, là, à Noël. Mais je veux faire ça à l'année. Je veux faire uniquement ça. Mais pour l'instant, c'est pas juste ça. Je conduis des camions. J'ai une classe 1 et je suis dispatch, je gère 15 camions, leur dire où aller, quoi faire. Okay. Fait que ça va venir que je vais délaisser ça tranquillement. Pour l'instant, j'ai besoin d'un salaire fixe et d'avoir un budget pareil. Comme tout le monde, surtout dans les conditions présentement, où est-ce qu'on est avec les tarifs, avec les États-Unis, avec la condition économique, l'inflation. Je pense que personne ne pourrait te blâmer pour vouloir assurer une entrée d'argent constante. Là, ça, c'est tout à fait normal. Tu as mentionné plusieurs races de chiens. Je suis curieux de savoir, est-ce que tous les chiens sont adaptés à être des chiens de sang ou est-ce qu'il faut vraiment choisir certaines espèces de chiens plus particulièrement qui sont plus adaptés pour faire ça? Tous les chiens sont capables de le faire. Pour des petites recherches faciles, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Pour faire juste des recherches pour ta petite gang, 1 fois ou 2 fois par automne, il n'y a pas de problème. Tous les chiens sont capables de faire ça. C'est sûr, sous un bon entraînement, puis il faut que tu lui donnes le vouloir, il faut qu'il ait le désir. Mais certains chiens sont meilleurs que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils vont être créés plus génétiquement à faire ça. Ils vont avoir plus un mental solide pour encaisser la charge que ça donne à pouvoir démêler puis se concentrer à faire ça. Ils vont avoir la capacité aussi d'endurance physique à faire ça plus longtemps. Mais c'est certain que c'est pas tout le monde là, qui se met à faire 3-4 recherches par jour, là, puis toute la semaine. Là. Tu disais tantôt, est-ce que c'est toi qui me disais ça tantôt, des fois, chercher pendant 3 km? Déjà là, c'est pas tout le monde. Marcher en forêt, c'est pas comme marcher sur le trottoir dans un centre-ville. Non, c'est difficile pour nous. Ça doit être aussi difficile pour un chien d'avoir des dénivellements de terrain, des choses comme ça. C'est pour ça que quand on va chez plus spécialiste, quand on tombe dans des lignées de chasse,
Les chiens sont généralement plus endurants, plus capables de faire ça. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des spécialistes plus de la recherche. Il y a des races qui sont spécifiquement faites pour ça, conçues pour ça, qu'ils ont des meilleures capacités à faire ça, là. Question maintenant opérationnelle, si on veut. J'ai fait mon tir, j'ai réalisé qu'il est parti à courir, je l'ai perdu de vue, je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'appeler un chien de sang, de faire appel à tes services, dans le fond, les services d'un conducteur, conductrice. C'est quoi la première étape? C'est quoi que je devrais faire là, avant même de commencer à sortir du bois? Les étapes avant de même t'appeler. Y a-tu quelque chose à faire avant? Faut-tu... Oui. Bon, ben écoute, je te laisse aller. Vas-y. Au début, là, souvent, surtout à l'Orignal, là, vous êtes dans le fin fond des bois, dans la montagne, là. Si vous avez un point GPS à vous mettre là, pour qu'on puisse vraiment savoir où c'est que vous étiez, on en met un. Après ça, on met un ruban. Souvent, j'ai des casquettes qui me laissent dans le bois pour savoir où c'est que vous étiez, puis où c'est que l'Orignal était. Parce que nous, on a vraiment besoin du point de départ. Parce que le point de départ, c'est là qu'on va avoir le plus d'indices, qu'on va trouver la flèche. Parce que la flèche, c'est là qu'on a passé dans l'Orignal au complet ou pas? La couleur du sang. Est-ce qu'elle va sentir plus l'urine? Elle va sentir mauvaise? Est-ce qu'elle sent plus le foie? Est-ce que ça sent fort? Fait que ça, est-ce qu'il y a des plumes d'écorchées? La flèche nous parle beaucoup, beaucoup. Fait que ça, c'est un gros point. Après ça, notre poil. Au lieu du tir, c'est là qu'on va avoir du poil. Est-ce qu'on a du long poil blanc? Est-ce qu'on a du poil court? Du poil fin de patte? On est capable d'analyser vraiment comme une piste d'enquête. Après ça, notre chien, le départ, c'est là qu'il va avoir le plus d'adrénaline. Fait que même si tu as trouvé du sang plus loin dans le bois, c'est important de nous indiquer vraiment l'endroit de départ parce que le temps que notre chien il continue puis qu'il se rende jusqu'au sang que tu as trouvé plus loin, ça va lui mettre dans la tête le gibier qu'on cherche. Fait que quand il va partir, ben vous avez piloté, vous avez perdu la trace, ben au moins mon chien va avoir eu un petit bout que ça va avoir bien été puis dire OK, on cherche ça. Okay. Après ça, si vous cherchez, de ne pas chercher 10 personnes, de chercher minimum 2 personnes, 3, puis on va chercher stratégiquement. On va avancer, on met un ruban. Vous avez du sang, on met un ruban. L'autre personne va aller en avant, va chercher un petit peu en avant. OK, il a trouvé du sang. Là, c'est l'autre personne en arrière qui va venir relayer en avant. On met du sang. OK, on met un ruban. On s'avance tranquillement, stratégiquement comme ça. On ne va pas chercher partout de droite à gauche. Pourquoi on ne va pas chercher de droite à gauche? Parce que le chien, moi, c'est l'adrénaline qui ne cherchait pas le sang. Quand vous marchez, vous allez marcher dans les pistes de l'adrénaline, vous allez tasser à droite, à gauche, à droite, à gauche. Fait que mon chien, quand il va arriver, il va sentir à droite, à gauche, à droite, à gauche. Fait que là, vous allez dire, voyons, il n'est pas dressé ton chien. Mais non, mais t'as marché combien de personnes ici? Fait que tu sais, un chien, avec l'expérience, il va arrêter d'aller voir ça. Mais quand même, on souhaite toujours que ça aille bien et que ce soit plus facile. Là. OK. Donc là, on l'a perdu. On t'appelle, c'est quoi la marche à suivre? On vous suit, on vous laisse faire votre travail, vous nous appelez quand vous avez trouvé la bête. Ça fonctionne comment? Normalement, là, c'est sûr, c'est spécifique. Chaque personne a leur petite routine. Mais moi, je vais te parler de moi personnellement. J'apporte le tireur et un accompagnateur en forme. Parce que ça se peut que ça bouge et ça aille plus vite. Ça m'est déjà arrivé que le tireur, il y avait un pacemaker, puis il y en a un autre qui sortait d'un cancer. Il faisait 2 mois de rémission, puis fait que ça, je veux pas apporter ça dans le bois parce que c'est dangereux, puis ça me tente pas qu'il arrive de quoi. À gérer, oui. C'est ça. Fait que normalement, c'est le tireur et un accompagnateur. Et l'arme à feu, moi, je suis rendue que j'ai le droit d'être armée. Fait que j'ai 2 dossards avec des bandes fluorescentes que mes chasseurs doivent apporter. Fait que je peux pas apporter 5-6 personnes derrière. Puis c'est une autre chose aussi, je veux pas les perdre dans le bois. Fait que juste le tireur, un accompagnateur, s'il arrive de quoi, s'ils sont trop essoufflés quelque chose, ça m'est déjà arrivé d'asseoir les personnes sur une souche. Là, tu bouges pas, tu m'attends là, je vais aller voir plus loin. Je mets un point GPS, tu bouges pas, je mets un gros ruban. Je veux que tu restes ici, tu n'es plus capable de suivre, je vais aller voir plus loin, puis je vais revenir te chercher. Fait que si j'ai 5 personnes, je peux pas faire ça, là. Ça n'a juste pas de sens. Trop de personnes à gérer, puis plus de distractions probablement aussi. Oui. Tu as mentionné maintenant que tu as le droit d'avoir une arme à feu.
en toute honnêteté, on en a parlé un petit peu avant le podcast. Évidemment, on est un podcast qui parle principalement des armes à feu et tout ce qui se passe au niveau, les lois, la politique, tout ça autour. C'est tout récent d'avoir le droit de porter une arme à feu pour un conducteur, conductrice de chien de sang, n'est-ce pas? Mhm. C'est à quel moment exactement que tu as eu le droit? Est-ce que tu as commencé et tu n'avais pas le droit du tout? Ou est-ce que ça a commencé? Oui. Moi, ça fait 8 ans que je fais des recherches environ. Puis mon chien, il a 6 ans, j'ai commencé avant lui. Mais maintenant, avant, quand on n'avait pas le droit, fallait, quand on voyait le gibier, l'orignal qui est couché, affaissé, puis qui te regarde, puis qu'il y a les intestins qui sortent de là, puis il est juste souffrant, fallait se retirer et attendre 4 heures, revenir. Nous autres, statistiquement, c'était environ ça. Quand que tu le voyais, il était couché encore vivant, tu attendais 4 heures, puis là, il mourait tranquillement. Mais des fois, ça ne mourrait pas tranquillement. Tu t'arrives, tu le relèves, tu lui redonnes un regain d'énergie, puis là, il va mourir plus loin. Fait que là, il fallait encore retourner avec le chien, puis repister 4 heures plus tard. Fait que ça éternisait nos recherches vraiment beaucoup. Maintenant, on a le droit d'être armé. Fait que là, c'est depuis cet automne qu'on a le droit d'être armé. Cet automne, pas au début de l'automne, ça a commencé comme au début novembre. Et c'est sous certaines restrictions. On a des cours à faire. Et c'est comme un peu un permis de conduire. On a une petite carte sur nous. Fait que là, si on se fait arrêter, on a notre petite carte qu'on présente. OK, je suis correct, il faut que tu respectes les lois. Et on est obligé d'être en longe en tout temps. Il faut tenir notre chien en tout temps. Et on a des sorts comme un peu les chasseurs, mais nous, il faut des bandes réfléchissantes. Et nos chasseurs, nos accompagnateurs sont obligés d'avoir des lumières puis d'avoir des dossards avec des bandes fluorescentes. Et, fait que c'est pas mal ça. Puis on n'a pas le droit à la carabine, c'est juste des fusils. OK. Fait que ça évite les tirs de trop longue distance. Mais ça reste que c'est pas l'idéal. Des fusils, il y a des risques on est quand même avec un chien. J'ai beau le faire tenir par mon chasseur quand on est rendu à l'abrégé. Ben, il faut pas que la balle elle éclate partout. On utilise un plomb, mais ça reste que c'est un fusil. Oui. Donc, je vais revenir sur la discussion qu'on a eue un petit peu avant. Dans le fond, tu ne savais même pas pourquoi tu avais tout à coup eu le droit. C'est que dans le fond, il y a eu une attaque justement sur un conductrice en fait de chien de sang. Dans ce cas-ci, c'était une conductrice de chien de sang qui suivait un ours qui l'a attaqué une fois que le chien l'avait trouvé. Et ça l'a poussé dans les médias, si tu veux, un engouement pour permettre aux conducteurs de chien de sang d'être armés. Mais tu m'as mentionné quelque chose que moi, je ne savais pas aussi en même temps. Donc, on s'est partagé une information que c'était quelque chose qui était quand même assez commun d'avoir des accidents comme ça où est-ce que des conducteurs ou des conductrices étaient blessés. Est-ce que toi, tu as eu personnellement des incidents? Tu m'as parlé d'une blessure. Je ne sais pas si c'était ça qui t'a amené à ça. Non, pas à cause de ça. Non, OK. Mais écoute, est-ce que tu as des amis, ton conjoint, d'autres personnes dans ton milieu que tu connais qu'eux ont été blessés? Pas nécessairement me partager leurs histoires parce que c'est quand même leurs histoires à eux, mais si tu veux m'en conter quelques-unes. Non, mais c'est parce que tu disais qu'il y a eu, oui, une personne qui s'est fait attaquer par un ours, mais moi, j'ai pas peur des ours. Les ours, normalement, là, ça va monter des arbres, ça va fuir, ça va courir, c'est peureux. Tandis qu'un orignal, quand tu es en train de le pousser en longe parce que c'est un tir de patte, puis nous, on veut pousser ça pour que ça vienne pomper le sang, pour qu'ils puissent en mourir de ça. C'est comme le seul moyen qu'on a de les faire mourir quand ils sont un tir de patte, parce que c'est pas mortel, il s'empoisonnera pas de ça. Là. Fait que c'est pas en y laissant du temps, parce qu'en y laissant du temps, il va venir éponger son sang, puis il va en vivre avec une patte cassée, puis des fois, il peut faire 2-3 semaines avec ça. Fait que quand c'est un tir de patte, on pousse. Mais quand l'orignal est sur le bord de faire la chute de pression qu'on souhaite qu'il en meure, ben là, il tombe en mode défensif, puis il te fonce dessus. Il te charge. Fait que je connais du monde qui se sont fait charger, qui se sont fait blesser. Moi, pour l'instant, j'ai une bonne étoile, ça va bien. Mais ça m'est déjà arrivé que je suis arrivée, puis c'était un tir de panse, puis l'orignal est encore vivant. Puis quand je suis arrivée dessus, mon chien était jeune, c'était à sa première année. J'ai vu le panache se tourner sur le côté. J'ai fait « Oh, il est encore vivant. » J'ai juste le temps de tirer sa longe. Mon chien est venu sur moi, je me suis mis en boule dessus, puis il m'a chargé. Il a passé juste à côté de moi. Ça a une mauvaise émission, un orignal. Fait qu'il est passé juste à côté de moi. Mes chasseurs, je leur avais dit, vu la réaction de mon chien, c'était ses premières années, j'ai dit, d'après moi, il est encore vivant. Puis comme des faits, je suis arrivée, il est encore vivant. Mes chasseurs sont tous partis. J'avais pas de réseau, j'étais dans le haut de la montagne.
Puis mes chasseurs, ils ont eu peur, puis ils sont tous partis au chalet. Partis. Ils m'ont laissé tout seul dans le Wow. bois en haut. Fait que, tu sais, on n'est pas armés. S'ils Ouais. m'avaient tué là, ils me laissaient là, moi, Ben oui. les chasseurs. Puis en plus, eux sont armés, tes chasseurs, ils ont le droit de te suivre avec leur arme à Non. feu? Non? Ils n'avaient pas le droit non plus? Non. On n'a même pas le droit d'armes à feu. Pas d'armes à feu, mais d'armes blanches. OK. Avant, là, c'était vraiment rien. Puis même encore aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas leur petit permis puis qui n'ont pas leurs 3 ans d'expérience, parce que là, qu'est-ce qu'ils requièrent pour avoir le droit d'être armé, c'est minimum 3 ans d'expérience et 45 recherches. Fait que ceux-là qui n'ont pas ça, ils n'ont même pas le droit d'armes blanches, ils n'ont pas le droit de fusil, ils n'ont pas le droit de rien. Wow. Fait que Quand même. c'est ça. Mais d'avoir le 3 ans d'expérience et 45 recherches, ça limite les personnes qui veulent s'improviser conducteurs de chiens de sang puis qui décident d'aller à la chasse de noirceur. Avec C'est le ça chien qu'ils de sang. veulent éviter. Oui, non, Ils je disent, comprends. je vais apporter un chien, mais je vais aller à la chasse dans le fond. Fait que ça, on veut vraiment éviter ça. Et fait que c'est ça. Donc là, maintenant, avec cette nouvelle formation-là, cette nouvelle permission-là que vous avez, est-ce qu'il y a un programme peut-être de parrainage? Tu parlais tantôt pour avoir des questions. Est-ce que maintenant, les nouveaux conducteurs de chiens sont parrainés avec quelqu'un pour justement faire leurs 3 ans, 45 recherches avec quelqu'un pour justement s'assurer qu'au moins il y en a un des deux qui est équipé? Oui. Oui. OK. Souvent, Bon. c'est ça. Quand on arrive sur une recherche, puis une piste d'enquête, là, quand on arrive. Fait que quand on est sur un tir, qu'on est sur le bord de relever, le chien va réagir différemment. Fait que là, tu peux te dire, OK, là, mon chien s'en vient excité, là, et c'est parce que le gibier est encore vivant, il est en avant de nous autres. On peut se retirer et appeler une autre personne qui a le droit d'être armée aussi, là, pour venir pallier à ta recherche pour pouvoir abréger, là. Ou que tu arrives et que tu le vois, il est couché, il est encore vivant, ben tu peux le voir avant d'arriver direct dessus, tu te retires direct, tu vas appeler un autre conducteur de chien de sang qui a le droit d'être armé, là. OK. Tu as mentionné quand même auparavant que c'était pas quelque chose qui était très dispendieux. On peut s'attendre à combien, par exemple, en moyenne? Je sais que peut-être qu'il y a peut-être des variations selon la région, selon la personne, mais est-ce qu'on parle de 500 $, on parle de 150 $, on parle de la durée que tu es sorti, puis ça va dépendre de combien de temps que tu passes à le chercher? Ça fonctionne comment? Ça dépend vraiment de chaque conducteur. Je trouvais ça bon, l'idée d'un de mes collègues qui disait en fin de semaine, la recherche en tant que telle est gratuite. C'est le déplacement qu'on charge, nous, dans le fond. Ça varie environ entre 100 et 200 $ la recherche. Qu'on passe 5 minutes, 1 heure, une journée, parce qu'on a relevé puis qu'on n'a pas le droit d'être armé, 2 jours, c'est le même prix. OK. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à 100 $. On commence, on prend de l'expérience, on veut des clients, on veut se faire appeler. Fait que c'était 100 $. Là, maintenant, pour le chevreuil, je charge 150 $. Pour l'orignal, ils sont souvent en gang, ils sont souvent 2-3 personnes. Fait que je charge 200 $. Parce que c'est plus abordable, parce qu'ils sont plus capables de se le permettre. Tandis que la personne qui est au chevreuil, je me dis qu'il est tout seul. Pour la relève, moi, c'est gratuit. Dès que c'est des enfants, de toute façon, les enfants ne seront pas capables de payer ça. Je veux les encourager à aller chasser, puis je veux qu'ils nous appellent, que s'ils ont des doutes ou quelque chose, qu'ils nous appellent. Puis la plupart des conducteurs de chiens de sang, là, c'est gratuit ou moitié prix, assez souvent qu'on entend. Mais c'est pas mal ça, là, les barèges de prix, là, entre 100 et 200 $. Mais ça reste qu'il y a des régions éloignées qui peuvent charger un peu plus cher parce qu'ils font beaucoup de routes et tout, là, mais normalement, là, vous ne devriez pas débourser 500 $ pour une recherche. Comme je t'ai déjà dit avant qu'on commence le podcast, moi, j'ai jamais eu affaire. D'un autre côté, c'est une bonne chose. D'un autre côté, ça fait moins de job pour vous autres. Mais je vais te poser justement en lien à ça une question. Qu'est-ce que ça serait ton conseil aux gens pour justement, parce que tu parlais de tir éthique, de pas juste laisser les animaux partir comme ça. Ça serait quoi ton conseil aux gens? Tu l'as mentionné un petit peu, mais je le reprends quand même comme question. Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais pour justement ne pas avoir besoin de vos services? Fait que je te fais un mauvais service en te posant cette question-là, mais au final, je pense que tu veux la même chose que tout le monde, c'est de retrouver la bête pour ne pas la perdre parce que tu l'as blessée. Tu veux pas qu'elle souffre inutilement. On veut pas perdre la viande. On veut pas perdre si les gens veulent récupérer la peau, tout ça. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens justement pour améliorer leur chasse? Bien, c'est sûr, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer, puis d'être sûr d'être à l'aise avec son arme, d'avoir tiré avec son arme, et de ne pas faire des tirs rapides.
inquiétez-vous pas, il va revenir. Vous êtes mieux de le laisser passer s'il n'était pas bien placé, de vraiment prendre son temps de le laisser placer, de ne pas prendre des tirs de trop longue distance, surtout à la flèche. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le son voyage plus vite que la flèche. De vraiment prendre son temps, puis de se calmer, puis de prendre des tirs que vous êtes certain que ça va bien aller. Bien, justement, moi, ça m'est arrivé à un moment donné. Malheureusement, il n'est pas ressorti. Il est resté là, je pense, toute la journée, mais il n'est jamais ressorti. Il est passé par en arrière de moi. Je l'ai pas vu passer jusqu'à ce que je le vois dans ma vision périphérique, mais il était déjà trop tard. J'ai juste vu sa fesse passer. Puis j'aurais eu le temps de sortir mon arme puis de lui tirer dans la fesse, mais je savais très bien que ça n'allait rien, absolument rien donner. Fait que je l'ai vu continuer tout droit. Il s'en allait, là, dans le fond. C'était malheureux. Il y avait vraiment juste une rangée d'arbres. Si j'aurais été juste de l'autre côté, on le voyait, puis l'autre chasseur avec qui j'étais était juste trop loin pour voir l'angle. Fait que j'ai appelé sur la radio. Ils sont venus, ils ont calé. Il n'est jamais ressorti, malheureusement, mais il était là, il nous parlait. Fait que c'est malheureux, mais j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, puis je me suis jamais tapé, si on veut, en disant comme j'aurais dû faire le tir pareil. Il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu l'as pas tiré? Moi, mais je voyais juste la fesse, je voyais pas le restant. J'aurais pu estimer, mais j'aurais pogné où? Aucune idée. Donc, j'ai pas pris la chance. Moi, personnellement. Puis d'estimer, c'est parce que tu aurais tiré des branches, puis ça aurait probablement été N'importe ailleurs. où, exactement, de toute façon. Puis moi. Et tu dis que tu me rends pas service en disant ça, le conseil, mais dans le fond, on a en masse de jobs. Ouais. On a en masse d'erreurs. Vous n'avez pas besoin de vous dire de toute façon, il est chez ça. Non, on est déjà débordé. Bon, fait que finalement, ça va juste faire moins de job, moins d'appels à 1h du matin, comme tu disais tantôt. C'est bien tu correct. vas pouvoir dormir pendant un petit peu, arrêter les vitamines B12 puis le Red Bull pour justement focusser sur les cas plus Il y en a importants. plusieurs aussi qui pensent je les appellerai pas. On est le soir, il est tard, il commence à faire noir. Mais non, appelez-nous. On est là pour ça. Et la plupart de nos recherches sont de nuit. C'est normal. Souvent, on en regarde l'heure, une demi-heure après la noirceur. Là, on est comme bon, mais ça va commencer à appeler. C'est bon, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, on est prêt. On est là pour ça. Là. OK. Est-ce que vous travaillez en équipe avec d'autres conducteurs ou est-ce que c'est souvent, vous êtes pas mal, pas individuel, mais indépendants, si on veut, les uns des autres? Est-ce que vous faites des fois plusieurs groupes? Je pose la question, c'est sûr que généralement, c'est pas plusieurs bêtes. Là, mais souvent, par région, on est regroupé une gang de crinqués. Puis, quand on a plein d'appels, là, on va mettre sur notre... on se fait un petit groupe Messenger. Là, on se partage des recherches sur le groupe Messenger pour s'aider. Il y en a plusieurs qui font le service de conducteur de chien de sang à deux, en équipe. Moi et mon chum, on a commencé comme ça à deux. Mais on s'est rendu compte qu'on avait trop d'appels, fait qu'on s'est séparés, puis on s'est mis à en faire partout. On sort encore ensemble, mais... J'avais compris. on clarifie. On y apprend rien de nouveau aujourd'hui. C'est ça. On en fait vraiment partout pour aider le plus de monde possible. Les chasseurs, c'est ça. Excellent. Moi, ce que je suis content d'entendre, c'est que tu dis aux gens d'aller pratiquer. Moi, je vais être honnête, j'ai commencé parce que je voulais être chasseur. Mais la réalité, c'est qu'avec le temps, j'ai découvert que j'étais un tireur sportif parce que je passais plus de temps au club de tir à tirer, carabine, pistolet, tout ce que je voulais d'autre. Puis finalement, je chassais 2 semaines par année. Donc, tu sais, j'ai toujours eu la même idée que toi, c'est pratiquez-vous, allez au club de tir, connaissez votre arme, comment qu'elle fonctionne, non seulement pour assurer une bonne chasse, mais que là où est-ce que vous visez, c'est là où est-ce que vous allez frapper, mais aussi pour avoir confiance en vous-même que quand vous allez faire le tir, vous allez savoir que, OK, il est à 150 mètres, je vais l'avoir dans la boîte et non pas dans la fesse ou le manquer complètement. Donc, je suis content de voir que des deux côtés de la médaille, c'est la même recommandation. Pratiquez-vous, allez au club de tir, puis soyez confiants. Trop souvent, dans la période de chasse, là, je vais au club de tir, il y a plein de monde que j'ai jamais vu qui tire une boîte de balles. Si même ça, des fois, ils tirent 2-3 balles. OK, on est prêt, on y va. Puis, tu sais, faut pas non plus se gêner, puis il faut être humble dans nos choses. Tu penses avoir manqué ton gibier, on nous appelle. Vous n'avez pas de sang du tout, rien, on nous appelle pareil parce que quand vous n'avez pas de sang, rien, on appelle ça des contrôles de tir. Notre chien va juste aller confirmer que vous n'y avez vraiment pas touché parce que ça arrive souvent.
50 des fois que vous nous appelez et vous nous dites « J'y ai pas touché, je veux juste confirmer », on le retrouve. OK. Le chasseur, il t'appelle et il dit « J'y ai pas touché, là, mais je veux juste que tu viennes de me confirmer ». C'est quand même beaucoup, là, quand on dit 50 des fois, on le retrouve. Une fois sur deux, oui, quand même. Pour que la personne était sûre, elle avait pas de sang, pas rien. Parce que des fois, là, le sang, il va être interne. Fait que vous le trouvez pas sur le moment. Ou même des fois, vous pensez qu'il est parti à droite, mais c'est parce qu'il est avec un autre femelle. Puis la femelle, c'est elle que vous avez parti à droite, puis lui, il est juste parti à gauche. Fait que nous, on arrive, c'est facile, c'est à gauche, ça va super bien. OK. Fait qu'il faut vraiment pas être gêné de nous appeler. On est là pour ça. Donc, on ne gêne pas, on appelle, justement. Belle transition. Tu as mentionné tantôt, c'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec vous? Est-ce que c'est au travers du site web? Est-ce qu'il y a la liste de tous les numéros? Expliquez aux gens comment rentrer directement en contact quand ils ont un besoin. Sur le site de la CCSQ, vous avez une carte interactive, Oui. la grandeur du Québec. Vous zoomez dans votre région, puis vous allez voir le conducteur qui est disponible pour faire des recherches. Dans des CCSQ, fois, excuse-moi, c'est accsq.ca, .com, parfait. .com, oui. Je vais essayer de mettre, je vais m'en rappeler, je vais essayer de mettre le lien dans la description du vidéo par la suite. Comme ça, Mais les gens vous avez vont- juste besoin de cliquer sur, marquer ça sur Google. On est rendu quand même assez gros à CCSQ sur Google. C'est l'un premier qui va sortir, là, et vous allez tomber direct là-dessus. Parfait. Excuse-moi, je t'avais interrompu, tu allais dire quelque chose? Non. Non, c'est bon? OK, parfait. Écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses, un autre message que tu voudrais passer, toi, personnellement, ou au nom de la CCSQ. Mais sinon, Non, je pense que c'était pas mal complet. c'est pas mal complet, on a fait le tour. Oui. Mais écoute, encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette belle initiative-là et puis de nous partager ta passion pour, Ça m'a fait pour les plaisir. chiens. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine.